vous parlez d'élection en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas s'il y a eu élection. Peut-être vous avez vu des élections, moi je n'en ai pas vu. S'il faut appeler les choses par leur nom. Hier, on a assisté à quoi en Côte d'Ivoire? Quand vous mobilisez plus de 40 000 forces de l'ordre et de sécurité pour tenir en respect les leaders de l'opposition et leurs militants, et vous allez seul vous faire plébisciter, mais c'est un putsch civil, un coup d'État civil. On utilise l'armée pour faire un coup d'État civil. Bon, mais comme nous sommes dans une situation mondiale de 2 poids 2 mesures, vous allez voir que personne ne va rien dire. Donc un coup d'État civil, peut-être... Pour reprendre l'expression du président Laurent Gbagbo. Oui, je ne sais pas, je ne l'ai pas écouté dire ça, mais s'il l'a dit, c'est du bon sens. Il n'invente rien. Vous faites un coup d'État civil. Donc nous avons assisté à un coup d'État civil. Nous attendons de voir les réactions des censeurs universels et africains des putschs, des putschs militaires comme des putschs civils. Pour le moment, on estime que quand c'est un civil, ce n'est pas un putsch. Quand c'est un militaire, c'est un putsch. Mais nous avons assisté hier à l'exemple type de putsch civil. Oui, mais qu'est-ce qui vous fait dire qu'il s'agit d'un coup d'État civil alors que les institutions chargées de réguler cette élection se sont prononcées et ont tous validé le processus? Les institutions, si les institutions, la commission électorale, oui, la si Cour toutes ces constitutionnelle, institutions sont chargées de réprimer l'opposition pour fabriquer de toutes pièces un candidat unique, Gilles, je crois que tu es bien placé pour me dire ce que valent ces institutions. Parce que les institutions, qui les met? Si moi je suis président, je vais mettre une commission électorale intouchable. Je vais mettre une cour constitutionnelle plus costaud que la muraille de Chine. Je vais mettre. Alors où est le problème? Tu es seul maître à bord, tu décides, tu mets tes amis, tu mets tes complices. Ceux qui ne veulent pas être tes amis ou tes complices, tu les achètes. Et puis le tour est joué. Je crois quand même qu'il y a des choses, il ne faut pas les faire. Il y a des choses, il ne faut pas les faire. Il ne faut pas les faire. Moi, je préfère même que tout le monde soit candidat et que tu arrives même à truquer les élections. Plutôt que d'assister à ce qu'on a assisté, même Paul Biya, que tout le monde décrit. Mais Paul Biya, quand même, il a mis un candidat qui aujourd'hui peut oser dire qu'il a gagné. Mais Paul Biya a également écarté un opposant de poids, oui, le leader historique. Non, arrêtez-nous vos histoires de leader historique là. Ça suffit. En Afrique, personne n'est irremplaçable là. Arrêtez-moi. Leader historique, leader charismatique, opposant radical, opposant, gna gna gna. On cherche tous les adjectifs négatifs pour mettre sur les oppositions. Oui, mais est-ce que vous dites que votre argumentation sur la Côte d'Ivoire est valable pour le Cameroun dans la mesure où... Non, le Cameroun c'est mieux. La figure de proue... J'ai dit le Cameroun c'est mieux. Même si ce n'est pas parfait, puisque tu parles de figure de proue, qui l'a fait figure de proue? Il a été désigné par quel peuple? Je l'ai dit ici la dernière fois. Tu parles de Maurice Kamto. À chaque fois que tu l'entends parler, tu es sûr qu'il va gagner les élections, mais il n'arrive même pas à s'imposer comme candidat. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Non. Donc, s'il n'est pas candidat, on ne peut jamais juger sa figure historique ou charismatique. On ne peut pas. Maurice Kamto a déjà été candidat. Il a montré de quoi il est capable. Oui, mais je dis que Maurice Kamto n'est pas allé. On a mis Chiroma qui est allé et qui prétend avoir gagné. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, tu connais quelqu'un dans la bande de pieds nickelés qui ont accompagné le président Ouattara. Tu connais quelqu'un qui peut oser sortir dire qu'il a gagné? Maître Sosa, est-ce que le processus judiciaire, finalement, ayant écarté les candidats, a-t-il affaibli de manière durable le système démocratique ivoirien? Non, mais vous savez, à chaque fois que je me retrouve sur ce plateau en face de Dominique Ngué, je suis frustré parce que j'aime bien quand on est en divergence et que le débat, en fait, offre finalement quelques aspérités. Oui. Mais là encore, je suis obligé d'être d'accord avec lui. Parce que tout à l'heure, il a parlé des censeurs. Et moi, je vais parler plutôt des encenseurs. Au tout début de l'année, je crois, une émission au moment de l'élimination de M. Thiam. Et on avait parlé déjà en filigrane de ces élections à venir. Nous y sommes maintenant. Et vous voyez le scénario. Ce que nous avions prédit se réalise parfaitement, sans qu'on ait eu besoin de regarder dans quelques mares de café ou bourdes de cristal que ce soit. L'observation empirique de la vie politique de la Côte d'Ivoire et de ces hommes nous a permis de pouvoir aboutir à cette conclusion qui aujourd'hui fait que malheureusement nous ne sommes pas démentis. Donc oui, il y a eu des élections en Côte d'Ivoire, oui, on a assisté à un simulacre, oui, c'est une parodie totale de démocratie, mais c'est à ça qu'on nous a appris à nous habituer dans l'espace dit francophone. Dans l'espace dit francophone. C'est-à-dire que nous traînons cette tare qui fait que finalement le fait même d'élire devient quelque chose de suspect. Quand vous êtes élu dans ces conditions, vous êtes suspect de quelque chose. Vous êtes déjà presque coupable de la fraude qui entache
même le simple fait de votre déclaration de candidature. On sait si c'est vous que vous n'allez pas pouvoir perdre. Tout est mis en place pour que vous gagniez des élections auxquelles personne ne croit. Alors pourquoi les organise-t-on? Vous voyez, à quelques rares exceptions près, et ces exceptions méritent quand même qu'on les cite. Le Sénégal a démontré qu'en Afrique francophone, il y a des systèmes politiques qui peuvent générer des schémas démocratiques crédibles. Même s'il y a eu beaucoup de couacs là-bas au Cameroun aussi, des tentatives d'empêcher un candidat. Oui, mais c'est pour ça que je dis que finalement, on a ici un schéma démocratique abouti. Parce que même malgré les coups de boutoir du pouvoir, malgré toutes les manigances pour empêcher ces candidats, du fond de leur geôle, ils sont allés directement de la prison à la présidence. Ça arrive en Afrique francophone. Donc ça veut dire que le Sénégalais a un génie particulier qui n'a pas d'exemple ailleurs en Afrique francophone. Maintenant, si vous voulez, il y a la deuxième exception qui est le Bénin, à côté de nous. Le Bénin sait organiser des élections, le Bénin connaît des présidents qui savent perdre des élections qui sont organisées et qu'ils acceptent très sportivement de laisser la place à celui qui a gagné. Est-ce qu'on peut dire la même chose du Bénin de ces 10 dernières années? Mais totalement. Attendez, parce que ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, au Cameroun, un peu au Sénégal, se reproduit au Bénin avec des candidats écartés. Absolument pas. En 10 ans, c'est-à-dire en 2 mandats, a secrété au sein de ses collaborateurs des gens capables, parce que formés à son école, de lui succéder et de poursuivre son œuvre. Mais pourquoi barrer la route aux adversaires? Attendez, quand vous dites il a barré la route aux adversaires, c'est là où je voudrais qu'on revienne un peu à l'équilibre des institutions. Au Bénin aussi, on a créé des institutions. Le code électoral béninois a été voté par des députés composés des opposants et de la mouvance présidentielle. Donc ils connaissaient la règle du jeu avant d'accepter d'aller compétir. Maintenant qu'on leur dit « vous n'êtes pas en règle avec les règles du jeu », ils disent « c'est la faute au président ». Qui d'ailleurs, attendez, disons les choses franchement, hein, quand on regarde la classe politique béninoise et qu'on connaît l'échiquier, ceux qui disent qu'on les empêche, ils ne pèsent pas grand-chose. C'est-à-dire que je ne vois pas en quoi leur présence à ce scrutin aurait pu gêner un candidat de la mouvance de M. Talon. Oui, mais bon, vous mesurez ce poids avec quelle balance? Parce que moi, je suis finalement gêné par cette double vitesse que je vois dans votre argumentation. Quand on écarte Diallo, vous dites que c'est de la dictature pure et dure. Ben, quand on écarte ailleurs... Non, on n'a pas écarté de la même façon. C'est-à-dire qu'en fait, permettez, je finis juste là-dessus. On n'a pas écarté de la même manière. Il y a un code électoral qui a des prescriptions qui sont, on va dire, intangibles et non négociables. Vous ne remplissez pas les conditions de forme initiale. N'allez pas vous en prendre au président sortant en disant que c'est à cause de lui. Mais ailleurs, la loi a été également utilisée. Non, en tant qu'opposant, préparez-vous à vous doter des meilleures conditions pour pouvoir au moins compétir. Écoutez,